Et maintenant, l'invitée de la matinale, elle est historienne, professeure émérite de littérature à la Sorbonne, présidente de la société Tocqueville, et elle vient de publier une biographie de celui qui avait tout prévu, ou presque, des mœurs démocratiques contemporaines, et ce, dès 1830, j'ai nommé Alexis de Tocqueville. Françoise Méloniot, bonjour. Bonjour. On va parler de cette biographie. On en parle un an après la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Est-ce que c'est la démocratie qu'avait prévue ou anticipé Alexis de Tocqueville, l'Amérique d'aujourd'hui? J'imagine que non, dans votre esprit, ou... Alors, pas tout à fait. Bon, d'abord, il faut quand même rappeler que l'Amérique que nous décrit Tocqueville, c'est celle qui peut servir de modèle ou d'avertissement aux Français. Il ne décrit pas toute l'Amérique qu'il a visitée. Davy Crockett n'est pas un modèle pour les Français. C'est peut-être très amusant, mais c'est pas un modèle politique. Et donc, l'Amérique qu'il nous décrit, c'est quand même globalement la Constitution fédérale plus l'expérience des pays de l'Est, des États de l'Est américain. Est-ce qu'il pouvait prévoir Donald Trump ? Alors, ce que Tocqueville a connu, c'est le président Andrew Jackson, dont Donald Trump a choisi de mettre le portrait dans le bureau ovale. Un modèle, une référence pour lui. Une référence pour lui. Tocqueville n'a pas véritablement apprécié Andrew Jackson, qu'il a rencontré. Pourquoi ? Andrew Jackson était hostile au pouvoir fédéral, ce qui n'est pas sans rapport avec ce que fait Donald Trump. Il était hostile à la Banque des États-Unis au motif qu'elle était aristocratique, ce qui n'est pas hostile, ce qui n'est pas non plus étranger à l'attitude de Donald Trump. Et enfin, Andrew Jackson est le premier président qui ne tient pas compte d'une décision de la Cour suprême, ce qui a été cité par Vance comme modèle possible. Donc, il y avait bien, aux yeux de Tocqueville, une menace éventuelle d'un pouvoir présidentiel, mais qu'il jugeait faible, parce que le danger qu'il redoutait en premier, c'était la tyrannie des assemblées. Il était français, il se souvenait de la Convention et de l'époque révolutionnaire. Donc il ne pouvait pas prévoir complètement. Alors je dirais que, d'une certaine façon, ce que Donald Trump essaye de faire, c'est de faire tomber tous les contrepoids que Tocqueville jugeait essentiels à la survie de la démocratie américaine. Les contre-pouvoirs ou les contrepoids, on y reviendra dans un instant. Vous parliez de la tyrannie des assemblées. Faisons un parallèle. On regarde les États-Unis, mais il faut aussi voir la poutre chez nous, dans notre œil. Tyrannie des assemblées à la française. Est-ce qu'on est dans la tyrannie aujourd'hui, ou en tout cas l'inefficacité parlementaire que redoutait Tocqueville ? Dans la tyrannie, c'est difficile à dire pour une assemblée qui se déchire tellement qu'elle ne prend pas les décisions de long terme. Elle ne tyrannise pas beaucoup, elle nous fait patienter, quoi. Voilà, elle ne tyrannise pas beaucoup. L'analyse que fait Tocqueville du monde parlementaire de son temps, c'est celui d'assemblées qui manque totalement de vision de long terme. Il considère qu'il y a eu une période de grands partis, globalement c'est la période révolutionnaire et les débuts de la Restauration, et qu'on est rentré dans une ère de petits partis où les ambitions individuelles dominent complètement les enjeux politiques. C'est pas mal. Je dirais que malheureusement c'est une expérience qu'on a eue plusieurs fois dans l'histoire, et il a beaucoup souffert en fait de cette situation. Il s'est senti mal partout. Il a d'abord été à gauche jusqu'en 1848, une gauche dynastique modérée, il s'y sentait mal. Il a été à droite ensuite sous la Seconde République. Il s'est vite senti mal face à ceux qui allaient soutenir le Second Empire. Et il a considéré qu'on ne décidait jamais suffisamment de ce que devrait être la démocratie française. Alors, vous rappelez des épisodes de son mal-être, des épisodes de sa vie. C'est l'originalité de cette biographie, Françoise Méloniot. C'est que vous avez pêché dans la vie de Tocqueville des éléments qui permettent de comprendre sa pensée politique et la façon dont il innove dans la prédiction et la réflexion sur l'avènement de la démocratie. Il faut faire connaissance avec ce jeune homme, 29 ans, il part aux États-Unis, il en revient avec des notes, des observations, puisqu'il part observer le fonctionnement des prisons américaines. Il s'aperçoit qu'il n'a pas grand-chose à faire en France, enfin bon, la famille le retient pas, la fortune non plus d'ailleurs. Et il faut nous parler de ce jeune homme. Qui était-il et comment fait-il à 30 ans pour publier un best-seller pour l'époque de la démocratie en Amérique ? Oui, c'est effectivement un best-seller, c'est un best-seller européen. C'est lu par Metternich en Autriche, c'est lu par l'ancien président des États-Unis, donc c'est un best-seller extraordinaire.
En fait, c'est là qu'on voit qu'il y a une liberté de l'individu pour choisir son destin. Dans sa famille, c'est une famille aristocratique dont le grand homme, c'est Malesherbes, le philosophe des Lumières. Enfin, surtout le protecteur des philosophes des Lumières, puisque Malesherbes est celui qui a permis la publication de l'encyclopédie. Il dirigeait la police, il a fait en sorte que la police ne s'empare pas des épreuves de l'encyclopédie. Et Malesherbes est aussi celui qui a plaidé pour l'état civil des Juifs et des protestants. Enfin, c'est une très grande figure du libéralisme aristocratique. Donc, il est d'une famille intellectuelle. Chateaubriand est un parent par alliance, etc. Mais d'une famille qui avait choisi vraiment d'être fidèle au roi de la Restauration. Son père était préfet, et Tocqueville était devenu magistrat dans la continuité de la tradition familiale. Donc ce qui est déterminant pour lui, c'est qu'en fait, très tôt, dès avant la Révolution de 1830, mais encore plus à la Révolution, il se rend compte que ce monde-là est mort. Et que donc il faut se rallier au monde nouveau, quoi qu'on puisse penser de ce monde nouveau. Alors, il n'a pas un choix complet, parce qu'en fait, il est magistrat, il prête serment au nouveau régime, ça ne lui fait pas plaisir, mais bon, il n'est toujours pas payé. À l'époque, on ne payait pas les jeunes magistrats, ce qui est une façon de s'assurer qu'ils étaient d'un milieu social convenable. Donc, on faisait plusieurs années de stage. Donc, il n'a plus aucun espoir d'être un jour payé comme magistrat. Donc, il part aux États-Unis. Il part aux États-Unis, et vous savez ce que ça m'a rappelé? Ces gens de 30 ans, en France, qui sont partis voir la Silicon Valley pour voir ce qu'était la révolution Internet. Lui, il va voir aux États-Unis ce qu'est la révolution démocratique. Absolument. On peut faire ce parallèle. C'est tout à fait ça. En fait, il part d'un pays dans lequel il vient d'y avoir une révolution, après d'autres révolutions, et il part voir un pays dans lequel il n'y a pas de révolution. Donc, est-ce qu'une démocratie peut vivre sans révolution, sans convention, sans guillotine ? D'où le choix de partir aux États-Unis, plutôt qu'en Angleterre, comme on partait en général, parce que l'Angleterre est un pays aristocratique, donc il n'aurait rien appris sur ce que doit être le monde nouveau. Donc c'est une décision où il part pas seul, il part avec un ami, qui va être un ami pour toute sa vie, mais qui est vraiment une façon d'engager son destin. On entend souvent à propos de Tocqueville que c'est l'homme qui a eu des visions tout à fait intéressantes et impressionnantes, comme s'il avait lu dans une boule de cristal. Vous en avez quelques-unes sous la main pour impressionner les auditeurs qui ne le connaissent pas et qui connaissent pas ses talents de visionnaire, disons les choses. Oui, alors... c'est un visionnaire, mais en même temps, ça n'est pas un esprit abstrait, ça n'est pas Madame Soleil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours à partir de l'enquête et d'une pratique politique. C'est ça qui fait son talent, c'est qu'au fond, c'est un homme politique qui n'est pas ignorant de la politique. Parmi ses visions, et qui sont citées, alors il y en a une qu'on cite souvent, c'est l'idée que l'avenir du monde sera divisé entre une puissance démocratique, les États-Unis, et une puissance qui ne l'est manifestement pas, la Russie. C'était surtout visionnaire pour les États-Unis, parce que la Russie était quand même déjà très menaçante. Elle avait quand même envoyé des soldats en France en 1815. La deuxième prédiction qu'on reprend très souvent, c'est le tableau de l'État-providence, qui va finalement priver les individus de toute initiative, en assurant, ou du moins en prétendant assurer leur bonheur. Le despotisme doux. Le despotisme doux. Souvent, ce texte a été mal lu parce qu'on a voulu y voir une prévision du totalitarisme, qui évidemment est sûrement un despotisme, mais qui n'est pas un despotisme doux. Mais ça correspond bien à l'état de nos sociétés. Est-ce qu'il aurait dénoncé, comme Laurent Wauquiez, l'assistanat, le cancer de l'assistanat? Alors, il dénonce le cancer de l'assistanat, ce qui était déjà d'actualité de son temps, puisqu'en fait, c'est le moment où, en Angleterre du moins, on met les premières lois sur les pauvres. Donc, c'était le moment où on commence à avoir de l'aide sociale. Bon, il faut dire qu'en France, cette aide sociale était quand même très limitée, parce que, en fait, après la Révolution, les communautés religieuses sont moins présentes, et on n'a pas du tout encore de système ni de retraite. Bon. Mais il dénonce ce péril. La différence peut-être avec une partie de la dénonciation de l'assistanat, c'est qu'il n'incite pas pour autant à se désintéresser du sort des classes populaires. En fait, ce qu'il voudrait, c'est d'une part un recours à la philanthropie, mais ça ne suffit pas. C'est surtout une montée en puissance des collectivités territoriales, de façon à ce qu'on puisse faire accéder à l'autonomie les classes populaires à travers tout un système d'incitation. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait dans un parti de centre-droite ?
Il serait au Modem avec François Bayrou, il serait où, Tocqueville? On vous fait faire de la politique fiction, les historiens n'ont horreur de ça. Mais bon. Comme dans sa vie, il a basculé de la gauche, parce qu'il fallait trouver un siège à gauche pour ses électeurs, à la droite, parce que d'ailleurs ses électeurs étaient passés à droite, je pense qu'il aurait peut-être une tendance à fluctuer entre des modérés de droite et des modérés de gauche. On parlait tout à l'heure de Donald Trump, on parlait de l'Assemblée nationale. La question des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont critiqués parce qu'ils empêchent l'efficacité managériale, ils empêchent de décider vite et souvent on dit mais regardez les Trump, les Orban et puis un certain nombre d'autres, ils agissent vite, ils sont agiles dans un monde où il faut décider vite et donc les juges, l'Assemblée, tout ça c'est des empêcheurs de tourner en rond, il y a trop de normes, etc. Est-ce que les contre-pouvoirs l'intéressaient? Alors c'est fondamental pour lui et Tocqueville est un penseur de la lenteur nécessaire. À la fin du 19e siècle, un dramaturge a voulu se moquer de Tocqueville en faisant dire à un personnage « le temps perdu est parfois du temps gagné ». Mais il est très sensible à la nécessité du temps de la réflexion. Et les contre-pouvoirs, leur mérite, c'est précisément le temps de la réflexion. C'est pour ça qu'il est favorable, par exemple, au système de 2 assemblées. Parce qu'il y a une assemblée qui prend le temps de la réflexion, en gros le Sénat, et qui permet de ne pas céder aux emportements de l'Assemblée élue au suffrage direct. Il est favorable aussi à la justice, parce que la justice, c'est ce qui fait respecter des règles qui sont des règles durables. La Constitution est, sauf en France, quelque chose qu'on ne retouche pas tous les ans. Donc, pour lui, c'est fondamental et ça participe de l'éducation de la démocratie. Un dernier point, c'est le puritanisme. Quand il va aux États-Unis, il observe les familles américaines, et il s'aperçoit qu'elles sont très croyantes, évidemment, qu'elles n'ont pas beaucoup de loisirs, ça rigole pas beaucoup, et il les trouve puritains. Est-ce que ce puritanisme a survécu? Il les trouve même ennuyeuses. Oui, emmerdant, disons les choses. Les femmes, dit-il, pour se distraire, vont assister aux assemblées politiques. Ce qui ne réjouirait sûrement pas des femmes françaises. En même temps, c'est moderne. C'est moderne, sauf qu'elles ne votaient pas. Oui. Donc, là, elles étaient spectatrices. Alors le puritanisme, il envoie très fortement l'influence aux États-Unis dans la création d'une espèce d'esprit commun, tout en remarquant que dans l'Amérique de son temps, en fait, ce puritanisme est une croyance qui est devenue quasiment une croyance au bien-être. C'est-à-dire, c'est devenu une façon d'avoir un consensus moral un petit peu mou. Il est sensible à la garantie pour la liberté que donne le puritanisme, parce que les églises sont séparées de l'État, du moins au niveau fédéral, parce qu'elles ne sont pas au niveau des États du temps de Tocqueville. Et donc, il y voit une forme de liberté, tout en remarquant la pression sur la pensée. C'est-à-dire que finalement, c'est un pays conformiste. Et il le dit, il n'y a pas de pays où il y ait moins de liberté de penser qu'aux États-Unis. Françoise Méloniot, merci. Votre Alexis de Tocqueville, il est paru chez Gallimard. C'est absolument remarquable, à la fois pour entrer dans l'histoire du 19e siècle, pour suivre les aventures d'un jeune homme, 29 ans aux États-Unis, avec la traversée et tous les risques que ça comportait d'attraper des maladies. D'ailleurs, il est mort de la tuberculose 30 ans plus tard. Et surtout pour comprendre l'avènement des démocraties européennes et nord-américaines. Françoise Méloniot, merci infiniment. C'est vraiment la biographie dont on parle en cet automne et ça fera un superbe cadeau à tous les passionnés d'histoire.